et beaucoup de doutes sur mes capacités à finir la course à pied. Je me souviens, je suis arrivée sur la course en me disant je ferais du fractionné marche-course parce que de toute façon je peux pas courir. Et j'ai fini le vélo en courant sur la zone de transition en disant à ma sœur mais là il y a pas moyen que je cours. Et en fait, le fait est que l'adrénaline de la course et le mental ont changé les choses et du coup j'ai couru cette course. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport. Le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Pauline Pétard. Si elle est là aujourd'hui, c'est pour nous parler de son parcours sportif, mais surtout de sa préparation aux championnats du monde d'Ironman 70.3 qui auront lieu mi-décembre en Nouvelle-Zélande. Si vous êtes des fidèles du podcast, à l'heure où vous écoutez cet épisode, un épisode est déjà disponible avec Simon Bonte, qui lui aussi sera présent sur ce championnat du monde d'Ironman. Ces deux épisodes sont l'occasion non pas de comparer, mais de découvrir des manières différentes de préparer une même compétition. Mais bref, ne perdons pas plus de temps et allons tout de suite à la rencontre de Pauline. Salut Pauline, comment tu vas ? Salut, ça va bien, merci. Eh ben écoute, très content de te recevoir sur le podcast. Donc effectivement, à ce jour, nous là où on enregistre, il n'y a pas encore d'épisode de triathlon disponible sur le podcast, mais tu seras le deuxième et pour une même compétition. Donc comme j'ai dit juste avant, voilà, ça va être l'occasion de voir que pour une même compétition, tout est... Enfin en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seront différentes et c'est intéressant de voir cette différence-là en tout cas. Alors, question traditionnelle du podcast, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire quel a été le premier sport qui t'a passionné ? Ouais, alors donc en effet, c'est Pauline, j'ai 28 ans, j'ai passé pas mal d'années à faire d'autres sports avant le triathlon. J'étais très sportive en étant jeune, mais c'est l'équitation qui a pris un peu le dessus surtout. Avant ça, j'ai fait 8 ans de tennis, j'ai fait du basket, j'ai fait du foot, j'ai fait de l'athlé. Ouais, j'ai un peu touché à tout, mais j'ai baigné dans l'équitation très jeune et au final à 14-15 ans, j'ai tout arrêté pour ce sport dans lequel je me suis professionnalisée, qui a été mon métier pendant quelques années, avant de revenir à la course à pied, qui était un peu mon amour de toujours, je pense, mais où j'ai eu quelques obstacles, quelques barrières qui ont fait que je n'ai jamais vraiment continué. Et voilà, j'ai mis de côté ma carrière de cavalière professionnelle, on va dire, pour reprendre la course à pied et en venir au triathlon un peu par hasard. Alors attends, du coup, il y a beaucoup d'informations, c'est super intéressant. Mais est-ce qu'on pourrait revenir quand même sur la partie équitation ? Alors, à quel âge déjà tu as commencé l'équitation ? Je pense qu'on m'a mise sur un poney très jeune. Après, j'ai réellement commencé à 6-7 ans. J'ai eu mon premier poney à 7 ans, donc après, les choses sont allées très vite et la passion pour l'équitation a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans ma jeunesse et dans ma vie par la suite. Et comment on devient alors cavalière professionnelle ? Bon, après, c'est un peu un titre qu'on attribue, hein. Après, moi, c'était surtout parce que au final, c'était mon métier, donc du coup, ça va de soi. Euh, c'est en fonction des compétitions auxquelles on prend part, du niveau qu'on atteint. Il y a un circuit amateur, un circuit professionnel. Donc après, bah voilà, une fois qu'on est sur le circuit professionnel, on n'est pas forcément professionnel, mais moi, j'avais 8-10 chevaux en compétition, j'avais une vingtaine de chevaux à monter, donc partant de là, ça rentre dans la catégorie professionnelle. Et alors, je suis pas très calé en équitation. Les compétitions que tu fais, c'était quoi comme type de compétition ? Parce que je sais qu'il y a des compétitions de dressage, de saut d'obstacle. Mm. Moi j'ai toujours fait du saut d'obstacle. D'accord. J'ai jamais touché à autre chose. Alors après, c'est un peu comme tous les sports, t'es obligé de faire le à côté. C'est un peu comme la prépa physique en course à pied ou des choses comme ça. Le dressage est quelque chose qui rentre dans notre discipline de saut d'obstacle, mais pas du dressage pur. Moi, j'ai toujours fait de l'obstacle. L'adrénaline a toujours été quelque chose d'important dans ma vie sportive. Et en parallèle, tu me parlais aussi de la course à pied. C'est quelque chose que tu pratiquais déjà en parallèle pour en fait l'entretien physique. Non, ça c'était plutôt jeune. Je me suis très vite et beaucoup prise au jeu des crosses en primaire, au collège, voilà où pour moi fallait courir et fallait gagner, fallait courir vite. Mais bon, l'équitation a vraiment pris beaucoup de place très vite. J'avais plus trop le temps pour autre chose. Puis après, j'ai quand même eu pas mal de soucis de santé qui ont fait que la course à pied, mon corps voulait plus trop. Et ça pendant de nombreuses années, j'ai voulu y revenir à 17-18 ans, puis
ouais, en 2016-2017. Et c'était trop dur pour mon corps à ce moment-là. Donc voilà. Mais ouais, la course à pied, quand j'étais jusqu'à 14 ans, c'était vraiment ce que j'aimais, quoi. Et en termes d'équitation, tu avais fait des compétitions, peut-être que, bon, il y a peut-être des personnes qui écoutent et qui pratiquent, qui connaissent aussi cette discipline. Il y a eu des références en termes de, soit de résultats ou même de compétitions auxquelles tu as participé? J'ai jamais eu de chevaux pour vraiment monter sur du haut niveau. Après, voilà, j'étais sur des catégories Pro 2. J'avais commencé les Pro 1 avant d'arrêter, avant de perdre mes chevaux de tête surtout. Mais ouais, à 16 ans déjà, j'étais en Pro 2, c'est des épreuves à 1m30, 1m35 avec mon principal cheval. Après, moi, dans ma pratique, c'était surtout du jeune cheval et de la formation de chevaux, plus que du haut niveau où j'ai jamais eu le cheval pour vraiment passer le cap du très haut niveau. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'à un moment, j'ai voulu revenir au sport qui dépendait que de moi et de mon entraînement et de moi et moi seule et pas de beaucoup trop d'éléments externes, on va dire, pour atteindre un niveau qui me satisfaisait, quoi. Là, bon, bien sûr, on va parler du coup du triathlon. Et par rapport au triathlon, qu'est-ce que l'équitation ou même enfin, le cross, c'est que c'est plus en lien avec le triathlon, mais l'équitation, qu'est-ce que ça t'a apporté peut-être dans ta pratique? Je pense que s'il y a une chose que je retranscris beaucoup entre l'équitation et le triathlon, c'est vraiment la persévérance et la résilience. C'est-à-dire que quand j'étais cavalière, j'ai eu des chevaux très compliqués, notamment quand j'étais jeune. Enfin, ouais, à 15-16 ans, on va dire, quand je me suis un peu dirigée vers ce sport, vers ce métier, où, euh, où j'avais un cheval qui était très, très compliqué. Et je pense beaucoup de personnes auraient arrêté à ce moment-là. Et ça a un peu été toujours ma marque avec les différents poneys chevaux que j'ai eus qui m'ont construit en tant que cavalière, où c'était vraiment dur, où ça devenait limite dangereux des fois. Et pour autant, j'ai toujours continué, je me suis toujours acharnée, j'ai pas voulu changer de cheval ou changer de quoi que ce soit. C'était celui-là, cela. Et, euh, et voilà, évoluer avec et me battre pour quelque chose qui me tenait à cœur. Et ça a vraiment été ma marque, je pense, en tant que cavalière pendant très longtemps. Euh, bon, là, c'est pas trop le sujet sur le côté équitation, et je pense que beaucoup ne comprendraient pas ce sur quoi j'allais venir, mais ouais, c'est quelque chose qui a été dur pendant ces années-là. Et aujourd'hui, c'est ce que je retranscris beaucoup au triathlon parce que j'ai eu énormément d'obstacles sur ma route, sur là les années, sur mes années de triathlète où j'ai été énormément blessée, où j'ai eu des accidents, où j'ai eu des choses où, au bout d'un moment, même mes médecins me disaient, mais en fait, arrête, arrête de t'acharner, ça passera pas. Et j'ai jamais abandonné. Et je pense que ouais, ça c'est quelque chose que mes 15, 20 années d'équitation m'ont apprise et m'ont apporté, voilà, principalement. Ok, ouais, donc vraiment, oui, ça n'a pas été des années en vain. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui t'a apporté pour cette nouvelle pratique, que tu as découvert comment? Parce que comment on découvre finalement? Bon, tu connaissais course à pied, le cross. Bon, tout le monde sait que la natation et le vélo, ça existe. Mais qu'est-ce qui t'a fait? Quel était le déclic pour passer sur cette discipline qui demande bah, déjà de pratiquer 3 sports, de faire une grande dose, un grand volume en tout cas d'entraînement, surtout si on veut le pratiquer à un niveau compétitif. Qu'est-ce qu'a été le déclic? Ouais, alors ça, ça ferait revenir sur une longue histoire, mais si on l'a fait relativement courte, bon, déjà moi le volume horaire c'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est-à-dire que bon bah voilà, quand j'étais cavalière, j'étais en études aussi à côté, je faisais des journées de 4 heures à 22 heures, je montais 15 chevaux par jour, donc plus mes études à côté, donc très clairement ça le volume horaire j'en ai besoin, j'ai besoin de me dépenser, j'ai besoin d'avoir la tête mais surtout le corps occupé, et donc le triathlon me faisait pas peur à ce niveau-là, mais avant d'arriver au triathlon j'avais aucunement dans ma tête l'idée d'arriver au triathlon, hein. C'est-à-dire que j'ai repris la course à pied, où tout de suite j'ai retrouvé un peu les facilités et les capacités que j'avais en course à pied, donc je me suis reprise au jeu, sauf que bah, comme je disais, j'ai eu pas mal de soucis de santé, donc quand j'ai repris la course à pied, mon corps a pas trop compris. J'ai enchaîné les fractures de fatigue dès le début et d'autres diverses blessures. Et pareil, les médecins m'ont dit, mais en fait, arrête de courir, tu peux pas courir. Et moi, j'ai dit, bah, en fait, si, tout le monde peut courir, donc si, je peux courir. Et voilà, on m'a dit, bah, fais du vélo, compense avec le vélo, etc. Donc, je me suis mise au vélo, chose
sport que je détestais. Je m'ennuyais, etc. Enfin, pour moi, le vélo, c'était vraiment l'enfer. Et en fait, bah, comme tout ce que je fais, je m'y mets à fond. J'y trouve des objectifs. Je me souviens, j'étais encore cavalière à ce moment-là, j'avais encore mon métier. J'allais rouler le matin avant de commencer ma journée ou avant d'aller en compétition à 5 heures. Il faisait nuit, il faisait froid. J'allais pédaler, pédaler, pédaler. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis prise au jeu. Et sauf que moi, faire du sport sans le côté compétition, bah, c'est un peu triste. Et en vélo, c'est quand même compliqué d'avoir accès à des compétitions. Enfin voilà, c'est pas le truc où tu prends tes baskets et tu t'inscris à une course et tu vas courir quoi. Donc je me suis dit bon bah vélo, course à pied, je sais que voilà, je suis bonne. Vélo, je commence à être solide. Je savais pas nager. Enfin, voilà, je savais nager parce que je coule pas quand je vais dans l'eau, mais voilà. Et je me suis dit bah ouais, nouveau défi. Et je me dis, ok, triathlon. Et je pense que, je sais pas, un mois après ça, je me suis inscrite à mon premier triathlon. J'avais jamais nagé le crawl de ma vie. Et, et ouais, ça a été un peu épique. Mais en fait, j'ai fait mon premier triathlon. Je suis première de ma catégorie. Je suis quatrième féminine. Et là, je me suis dit, bon, ok, en fait, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce sport. Et c'est parti comme ça. Et j'ai kiffé l'idée et je me suis mise à fond dedans parce que je fais clairement tout à fond. Et sur quel format c'était ce premier triathlon? M. Est-ce que tu pourrais nous dire, parce que j'ai pas de Ouais, notion alors des. c'est Je sais qu'il y a le, S, ouais, M, il y a plusieurs tailles, mais j'ai pas les notions des distances. c'est le format olympique, c'est 1,5 km de natte, c'est 40 de vélo et 10 de course à pied. Ok. Donc c'est le format en dessous, le Alpha Ironman sur la distance sur laquelle je suis actuellement, quoi. Très bien. Et alors, justement, comment après donc, on a bien compris que cette première compétition s'est bien passée. Ça t'a donné, bon, t'avais déjà le goût de la compétition, donc ça, c'est pas celle-là qui t'a donné plus le goût de la compétition. Mais qu'est-ce qui t'a du coup fait évoluer, en tout cas dans ce sport? Est-ce qu'il y a eu des moments clés? Parce que tu dis que c'est qu'il y a eu quand même pas mal de blessures, tout ça. Mais qu'est-ce qui t'a fait vraiment, en fait, je pense que t'as sûrement le côté, la passion de ce sport qui a dû venir pour rien lâcher. Qu'est-ce qui t'a donné cette passion? Et un petit peu les moments clés, un petit peu de ce parcours jusqu'à l'obtention un peu du ticket pour les championnats du monde. Je pense que pour moi, le triathlon, ça a eu un réel goût de revanche sur la vie et de défi avec moi-même. À la base, je voulais que ce soit le rôle de la course à pied, mais ça pouvait pas l'être de toute façon. Donc, je me suis fait une raison et j'ai tellement aimé la première compétition que j'ai fait. Et surtout, je me suis prise de passion pour le vélo qui était assez improbable. Et du coup, m'entraîner, c'était juste un plaisir fou. Il y avait vraiment ce défi de la natation que je déteste. Je déteste la natation. Et pour moi, enfin, je détestais en tout cas. Et pour moi, c'était vraiment un défi de passer au-dessus de ça. Mais je pense que surtout, en fait, après ce triathlon, j'avais contacté un coach, bah, pour essayer de savoir à peu près nager, quoi. Et il s'avère que lui avait fait les championnats du monde d'Alpha Ironman en 2019, me semble-t-il, à Nice. Et quand j'ai fini mon premier triathlon, il m'a dit, écoute, il y a carrément moyen de faire quelque chose. Il me dit, c'est incroyable ce que tu viens de faire. Si tu veux, je t'entraîne dans les trois disciplines, je t'entraîne en triathlon et on se donne cet objectif. Et c'est vrai que cet entraîneur, ça a été un vrai levier, je pense, même moi, pour me rendre compte que j'étais capable de faire ça, qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Et en fait, chaque fois que je m'entraînais pour le triathlon, quand j'avançais dans les semaines au fur et à mesure, etc., je pense que moi, ça a vraiment changé beaucoup de choses voilà, sur tout ce que j'avais traversé. Et je me suis rendu compte que vraiment rien n'était impossible et qu'aujourd'hui, malgré d'où je revenais, il y avait moyen de faire des choses, de faire de grandes choses. Et la distance olympique, c'était pas pour moi parce que j'étais pas assez rapide. Enfin, aujourd'hui, pour être vraiment compétitive sur de la distance olympique, enfin, quand ça fait 3 ans, 2 ans que tu commences, c'est quand même compliqué. Alors que je suis très endurante et j'ai surtout un mental d'acier qui fait que ça fait la différence sur de la longue distance, ce qui fait pas la différence sur la distance olympique. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers cette distance. Après, ça a pas été facile, hein. Le premier été où j'ai commencé le triathlon, je devais faire l'Alpha Ironman de Vichy. Je me suis fait une fracture de fatigue un mois et demi avant l'Alpha Ironman. Je suis partie sur la course quand même. Je me suis éclatée dans un virage en vélo où j'ai fait une grosse chute avec ambulance, hôpital, etc. Donc on va dire que mes débuts en triathlon ont été quand même un peu tumultueux aussi. Mais à l'image de mon parcours, et au final, c'est ce qui fait que j'ai jamais lâché et je pense que j'en suis là aujourd'hui.
La découverte du 60%, donc de l'Alpha Ironman, ça, c'est au bout de combien de temps de pratique tu as pu aborder ta première compétition? Ben, c'est simple, je crois que j'ai fait mon premier triathlon ça devait être le 13 juin. Bah ouais, parce que c'était une date très marquante pour moi. Donc non, c'était le 12 juin 2022. Et l'Alf de Vichy, ça devait être le 23 août 2022. Donc Ok, 2 mois après mon premier triathlon, donc autant dire peut-être 3 mois après que j'ai commencé le triathlon, quoi. ouais. Enfin, vraiment, c'était absurde. C'était Ouais, absurde, oui. mais sur le papier, j'étais prête. Après, je me suis blessée, donc voilà. Mais Après, c'est pas comme si tu nous dis, bah, moi, je suis dans le canapé tous les jours depuis oui, 10 non, ans, non, et bien puis sûr. dans 3 mois, je fais un Alpha Ironman. C'est vrai que Non, c'est que non, t'as puis commencé cette j'avais, discipline-là, mais oui, c'est vrai que comme tu dis, t'avais déjà un volume et même une pratique du sport qui était déjà, ouais, et puis je faisais beaucoup de intense, quoi. vélo. J'étais allée à La Baule en vélo sur 2 jours de chez moi. Je sais plus combien c'était ça, mais je crois que c'était 450 kilomètres. Enfin, ouais, j'avais déjà un bon bagage en vélo. Course à pied, c'était facile pour moi et la natation, bon bah, le but c'est de pas se noyer, quoi. Et donc celui-ci, bon, malheureusement, tu l'as pas complété. Mais le premier Alpha Ironman que tu as complété, c'était quoi un petit peu les sensations? Et c'était où d'ailleurs? Eh bien, c'est le jour où je me suis qualifiée pour le championnat du monde. D'accord. Ouais, 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 ça a été parce qu'en fait, donc après on va dire, enfin, j'allais dire cet échec, c'était pas vraiment un échec, mais en tout cas cette chute sur Vichy, euh, j'ai refait la bowl en format M un mois après. Et donc après, on rentrait un peu dans la période hivernale. Mais bon, on avait vu sur la prépa de l'été que voilà, je pouvais me qualifier dès cette année. Et donc on avait misé j'étais inscrite à Aix et au Sable d'Olonne. Sauf que fin d'année 2022, du coup, je me fais une fracture de fatigue du tibia qui m'a duré un sacré bout de temps. C'était la huitième, non, bah non, c'est la neuvième, c'est la dernière. Donc c'est la neuvième fracture de fatigue que je faisais. Donc là, ça a été un peu un coup au moral parce que j'avais vraiment de grandes ambitions sur le triathlon. Et ça s'est enchaîné avec des périostites qui, pour le coup, ont été, pour moi, c'était pas grand-chose. Et en fait, ça a été l'enfer. Donc je pouvais pas courir. Du coup, Aix, on a fait l'impasse, qui était en mai. Ensuite, j'ai dû faire l'impasse sur les Sables d'Olonne également. Je crois que je m'étais pas blessée, c'était à cause des périostites, toujours les périostites qui m'avaient empêché de courir. Bon, à la plage, je suis descendue à Biarritz en vélo, c'était sympa aussi. Et du coup, bah, j'avais déplacé Aix à Vichy avec mon entraîneur. On devait faire Aix ensemble, donc on a déplacé sur Vichy. Mais je pouvais toujours pas courir, donc j'ai tout donné sur les autres sports et je me suis entraînée vraiment différemment. J'ai adapté, j'ai essayé de m'y faire à l'idée dans ma tête aussi, ça n'a pas été simple. Et et je suis arrivée à Vichy avec l'incertitude totale de courir. J'avais pas couru depuis 8 mois, donc c'était un peu et l'inconnu, j'ai envie de dire, parce qu'au final j'avais jamais fini un 73. Et beaucoup de doutes sur mes capacités à finir la course à pied. Je me souviens, je suis arrivée sur la course en me disant je ferais du fractionné marche-course parce que de toute façon je peux pas courir. Et j'ai fini le vélo en courant sur la zone de transition en disant à ma sœur mais là il y a pas moyen que je cours. Et en fait, bah, le fait est que l'adrénaline de la course et le mental ont changé les choses. Et du coup, j'ai couru cette course. Je me suis déchiré le droit fémoral au 10e kilomètre de la course à pied. Donc ça a rajouté aussi un peu de difficulté. Mais j'étais tellement, tellement émue et tellement heureuse d'être sur cette ligne de départ après tout ce que j'avais traversé pour en arriver là que je me suis dit, ok, on verra après, c'est pas grave, donne tout. Et au final, j'ai fait une course incroyable. J'ai fait une natation compliquée parce que il y avait pas de combinaison et pour une mauvaise nageuse, bah, c'est compliqué. J'ai fait un vélo incroyable parce que ce parcours vélo, donc j'ai été tombée l'année d'avant sur ce parcours. Sauf que je reste jamais sur une chute. Ça, c'est aussi l'équitation qui te l'apprend. Mais je suis retournée sur le parcours 6 fois. J'habite à 2 heures et demie de Vichy. Et j'ai refait le parcours vélo 6 fois dans l'année en me disant non, t'es tombé. J'avais peur parce que bah j'étais tombée dans un virage pleine balle à 50 km heure, j'avais glissé, enfin pas ouf. Et du coup ouais, j'ai refait 6 fois ces virages-là, j'ai refait 6 fois le parcours en me disant non, t'auras plus peur, t'auras plus peur. Et du coup je le connaissais par cœur, donc je suis arrivée sur la course, j'ai fait un vélo de fou. Et et après la course à pied, bon bah je me suis dit éclate-toi, ça fait 2 ans, t'as fait 9 fractures,
t'as galéré comme une morte, maintenant t'es là, donc fais ce que tu sais faire de mieux et cours. Et, euh, et ouais, je savais qu'il y avait la qualif à aller chercher parce que j'ai fini le vélo en étant 9e, je crois, ou 10e, je ne sais plus. Donc je savais que je pouvais aller chercher une qualif et ça a été le cas et c'était fou. En tout Et cas, ça franchement, donne envie de recommencer forcément. ouais, bah bravo à toi en tout cas. Et parce que la qualif, elle s'obtient par rapport aux résultats. Si, bon, avec l'épisode de Simon, il m'a expliqué un petit peu, mais c'est par rapport à un certain résultat dans ta catégorie, c'est ça? Ouais, c'est en gros ouais par catégorie en triathlon, surtout sur du la longue distance, on compte vraiment que par catégorie parce qu'on est D'accord. énormément. Et donc en fonction du nombre que tu es dans ta catégorie sur cette épreuve, tu as des places qualificatives qui s'appellent des slots. Et donc là sur ma course, il y avait 2 slots pour ma catégorie d'âge. Sauf que après, si les 2 premières ne prennent pas la place, tu recules dans le classement. Ah, ok. Euh, Parce que soit elles l'ont déjà, soit elles font pas le déplacement. Et, euh, et donc moi j'avais eu mon slot à ce moment-là. Ouais. On va top en tout cas. Je vais revenir sur un point qui est pas forcément du coup, je pense, le point le plus marrant de l'épisode. Mais ça, tu me parles beaucoup des blessures que tu as eues et des fractures de fatigue à répétition. Est-ce que tu pourrais juste me dire, parce que moi je connais pas trop ce principe dans les détails, mais qu'est-ce que, enfin, à quoi est due une fracture de fatigue? Et quand tu dis fracture de fatigue, c'est vraiment t'as une fracture comme si on se faisait une fracture avec une chute? Ou c'est un autre. Enfin, qu'est-ce que ça désigne, fracture de fatigue et Non, alors comment ça arrive, quoi? la fracture de fatigue, c'est une fissure de l'os. D'accord. Donc c'est pas une fracture nette. Donc j'ai envie de dire, c'est pas forcément. Alors, c'est pas forcément mieux. Si, parce qu'en réalité, par exemple, typiquement, sur quasiment toutes les fractures de fatigue que j'ai eues, j'ai pu continuer à pédaler, ce que tu peux pas forcément faire quand tu as une fracture nette. Hmm. Par contre, c'est compliqué parce que tu mobilises pas. Et, euh, et du coup, même si tu as la douleur, tu le sais, enfin voilà, mais tu as toujours envie de faire plus. Et moi, ça a été un peu mon problème avec toutes mes fractures, c'est que bah voilà, tu sais que ton os il est fissuré, tu sais que tu as mal, tu sais que tu peux pas vraiment courir, mais tu le sais. Par contre, ça t'empêche pas de le faire. Et c'est là un peu le truc à trouver et Hmm. surtout de détecter la fracture parce qu'en fait, t'as mal. Mais voilà, encore une fois, c'est pas cassé en deux, on te met pas de plâtre, Ouais. et du coup, moi, j'avais toujours tendance à aller chercher un peu plus loin, à reprendre un peu trop tôt, etc. Après, j'ai la chance que toutes mes fractures de fatigue se sont bien réparées malgré tout. J'ai jamais récidivé sur une fracture de fatigue. Euh, comment ça se fait? Alors, ça arrive. Alors, il y a chez les hommes, hein, mais c'est beaucoup chez les femmes, surtout sur les sports d'endurance. Bon, déjà à cause du surentraînement, ça c'est une certitude. Il y a une surutilisation des os, etc., qui font qu'au bout d'un moment, ça lâche. Après, il y a quelque chose dont on parle pas forcément énormément dans le sport, ça se développe un peu, mais chez les femmes, il y a beaucoup de femmes qui font des sports d'endurance qui ont de l'aménorrhée, une absence de règles qui fragilise les os. Alors, il y a le stade ostéopénie, le stade ostéoporose, mais voilà, où dans tous les cas, l'os se fragilise et du coup, les impacts de la course à pied font que l'os en vient à se fissurer. Mais bon, faut savoir que ça arrive aussi beaucoup chez les hommes, hein, mais nous, c'est vrai qu'on est un peu plus sujette à ça. Euh, et moi, j'ai eu pas mal d'années avec des troubles du comportement alimentaire qui font que j'ai de l'ostéoporose. Bon, maintenant ça va mieux, donc c'est aussi pour ça que je me casse plus. Mais du coup, j'en ai payé les conséquences et où j'ai enchaîné les fractures. Puis une fois que tu t'arrêtes parce que t'en as une, bah tes os se déconditionnent un peu Hmm. à l'habitude des impacts de la course à pied. Tu reprends, t'as l'impression que ça va, hop, tu casses autre part parce que t'avais plus le conditionnement qui a besoin pour éviter les blessures en course à pied et qui ça est pour le coup est connu et reconnu quoi. Ok. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Ça, j'espère qu'en tout cas, c'est derrière toi à présent et que Ouais, tu n'auras plus j'espère. ce nouveau cas de figure. Je te le souhaite du fond du cœur. Et bon, maintenant, transition pour un sujet un peu plus agréable pour toi. Parle-nous un petit peu de qu'est-ce que ça fait alors d'aller participer au championnat du monde d'Half Ironman et puis surtout de partir pour la Nouvelle-Zélande. Peut-être, est-ce que toi, tu es déjà allé dans cette destination ou c'est une première? Alors j'ai beaucoup voyagé, mais jamais en Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai que là c'est vraiment l'occasion parce que c'est pas le pays où tu te dis bon j'y vais, je prends un billet d'avion, j'y vais demain. Et là ouais c'est fou aller faire les championnats du monde en Nouvelle-Zélande. Ça
une saveur particulière aussi, parce que c'est vrai que bon, c'est toujours exceptionnel d'aller faire les championnats du monde, mais je pense qu'en plus il y a ce côté où tu vas au bout du monde pour les faire, euh, ça rajoute quelque chose. Alors maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans la préparation de cette course, tu nous as parlé que tu avais un coach qui t'entraîne pour les trois disciplines. Est-ce que aussi tu as d'autres personnes qui t'entraînent ou que ce soit une préparation mentale ou au niveau de l'alimentation? Est-ce qu'il y a d'autres gens autour de toi? Alors, mon coach, je l'ai plus depuis un moment. Là, je suis vraiment seule dans mon entraînement. On a arrêté de travailler ensemble bah, en 2023, avant même la qualif à Vichy d'ailleurs, qui pour moi était un peu compliqué parce que j'avais vraiment confiance et j'ai un peu un problème avec la confiance, etc. Et c'est vrai que du coup, j'ai jamais vraiment retrouvé quelqu'un sur lequel m'appuyer. Parce que après en triathlon, c'est beaucoup des coachs à distance qui te font les plans d'entraînement, machin. Et c'est vrai que moi, j'avais besoin un peu j'avais tellement quelque chose avec cet entraîneur qui était à côté de moi. Il habitait à côté de chez moi, donc en fait, on avait cette proximité à l'entraînement. Et du coup, j'étais pas trop pour avoir quelqu'un derrière un ordinateur. Et surtout, vu que parce que bon, même si j'ai pas eu de fracture de fatigue par la suite, j'ai eu énormément de blessures. Et du coup, c'est toujours compliqué parce Hmm. que, en fait, moi, aujourd'hui, je me connais par cœur. Je fais des erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans mon entraînement, dans ma gestion de moi-même. Euh, mais voilà, je me connais, j'ai une équipe médicale autour de moi qui tient vraiment la route et j'adapte tout le temps. J'ai passé 2 ans, enfin 1 an et demi là à adapter sans arrêt et du coup avec un entraîneur c'est quand même plus compliqué, surtout quand il n'y a pas cette proximité. Donc aujourd'hui j'ai pas d'entraîneur. Après j'ai une psychologue du sport. Euh, qui est aussi préparatrice mentale, qui m'accompagne beaucoup et je pense qu'elle a une place importante parce que encore une fois, il y a eu beaucoup d'obstacles sur mon chemin et voilà, mentalement, ça n'a pas toujours été facile. Il a vraiment fallu s'accrocher et je pense que c'était un appui important pour moi. Et après, le plus important, ça reste ma médecin et ma kiné. Parce que c'est vraiment cette gestion qui est compliquée aujourd'hui. Le reste, je l'ai. Euh, mais physiquement, c'est toujours difficile. Donc, je pense que sans elle, j'en serais pas là. J'aurais pas abandonné parce que je suis pas du genre à abandonner, mais mon corps, lui, aurait peut-être fini par abandonner. Et ouais, c'est un soutien hyper important dans mon équipe aujourd'hui. Mais sinon, j'ai pas, en termes de nutrition, j'ai personne. J'avais un préparateur physique à un moment, pareil, avec qui je ne travaille plus. Euh, mais chacun m'apporte, même si, voilà, aujourd'hui, en termes d'entraînement, j'ai plus personne autour de moi. Ils m'ont apporté, ils m'ont appris. Et aujourd'hui, c'est une gestion de moi-même et ça me va très bien et je gère mon truc comme je veux et comme je peux, surtout quand mon corps me le permet. Très bien. Et au niveau de la personne qui t'aide, qui t'accompagne, en tout cas au niveau de la préparation mentale, est-ce que tu aurais des petits exemples de choses qu'elle t'a amené, soit peut-être au niveau peut-être des routines au niveau de l'entraînement d'avant une compétition ou même dans la compétition? Est-ce qu'il y a deux, trois exemples que tu pourrais nous Alors, montrer, enfin nous expliquer? même si elle a une partie prépa mentale, on bosse très peu sur le côté prépa mental parce que, encore, pour le coup, c'est vraiment une de mes forces. Et je veux pas changer ça. J'ai jamais voulu changer ça. C'est-à-dire qu'elle va m'accompagner dans la gestion des moments difficiles quand je perds un peu pied sur ma volonté de m'entraîner, où je vais chercher trop loin, je vais toujours dépasser ce que mon corps peut faire. J'arrive pas à lâcher prise, j'arrive pas à diminuer l'entraînement quand il faut, j'arrive pas à écouter mon corps quand il est blessé et à dire ok là tu peux, c'est ok si t'en fais un peu moins et fais confiance, écoute tes médecins et derrière travailler un peu sur ce process dans ma tête où voilà ouais vraiment je lâche prise et j'accepte d'en faire moins dans mon sport. Mais pour ce qui est des compétitions, à part voilà en venir à ok, quelles ont été les conditions de ma prépa, où j'en suis aujourd'hui, accepter potentiellement ce qui peut arriver. Mais par contre, dans tout ce qui va être vraiment prépa mentale pure à la compète, je me mets dans ma bulle et je veux pas d'interaction. Par exemple, là, les championnats du monde, c'est dans 15 jours. Oui, non, si, Ouais, un à tout peu petit près peu pas plus de loin en 15 tout jours. cas.
Peut-être en C'est 17-18 ça. jours, mais Et ça va pas être long. je pense que je l'aurai pas d'ici là. Je devais l'avoir la semaine prochaine, mais ça y est, j'ai switché. Je suis dans ma bulle. Et je pense qu'une fois que j'ai switché, que je suis dans ma bulle, faut pas d'interaction autour. Et moi, je sais ce que j'ai à faire dans ma tête. Et j'arrive à me mettre vraiment dans ce truc-là où beaucoup ont besoin, du coup, de cette prépa mentale pour réussir à être dans cet état-là. Euh, Moi, je sais le faire moi-même. Et voilà, je me mets dans ce truc un peu de flow. Et ça, c'est aussi tout ce qui a été mes longues distances en vélo, les choses un peu compliquées à préparer comme ça, où j'arrivais à vraiment me dire décrocher un peu de la réalité. Et voilà, je suis dans mon truc et j'y vais et je veux pas d'interaction autour. Mais après, elle me permet aussi de le faire sur tout le travail qu'on fait en amont, euh, mais qui du coup va être beaucoup plus sur j'ai envie de dire de la psychologie générale, parce qu'au final, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. C'est dans un bon état psychologique, t'arrives à voir les choses comme elles sont et à relativiser de toi-même et à te mettre dans ta prépa toi-même pour le jour J. Et aujourd'hui, comment s'organise une semaine d'entraînement pour toi? Tu fais, par exemple, est-ce que tu t'entraînes tous les jours? Est-ce que tous les jours tu pratiques les trois disciplines? Comment ça se passe un peu globalement? Alors, ça aussi, j'adapte beaucoup. Mais par contre, non, je pratique pas tous les jours les trois disciplines. Déjà parce qu'en termes de temps, à un moment, je peux pas. C'est pas mon métier, j'ai pas que ça. Et surtout parce que le corps, enfin, en tout cas moi, il peut pas encaisser ça. Globalement, une semaine d'entraînement, quand tout va bien, on va être sur 4 séances de natation. Je fais jamais des séances très longues. Je nage 45 minutes. Ça va être 4 séances de course à pied quand ça va, avec toujours une séance d'EF facile, d'endurance fondamentale facile sur 10-12 kilomètres, une séance de long où je vais faire 15-16 kilomètres, une séance de piste où là je vais bosser pas mal en VMA, etc. Et une séance de fractionné comme ça, un peu que j'adapte au fil des semaines selon où en sont les objectifs. Et après, beaucoup de vélo. Beaucoup de vélo, je vais tourner à, on va dire, entre 1000 et 1200 kilomètres par mois. Donc, par semaine, je fais 250, 300 kilomètres. Il y en a toujours plus quand je peux pas courir, ce qui est assez Mm. régulier. Et de la salle, bah là, globalement, je vais à la salle 4 fois par semaine, mais sinon, je vais à la salle 2-3 fois par semaine parce que c'est hyper important. Tout ce qui va être prépa physique en amont, c'est vraiment fondamental. J'ai mis du temps à le comprendre, enfin à le comprendre. En tout cas, à accepter de l'intégrer vraiment dans ma prépa. Et au final aujourd'hui, je passe beaucoup de temps à la salle et je le sens en termes de blessures, je le sens physiquement, je le sens quand je peux pas courir, mais que malgré tout, je continue à m'entraîner à la salle. Quand je reprends la course à pied, c'est plus facile. Donc voilà, mais non, je m'entraîne entre 18 et 22 heures par semaine. Par contre, ouais, les jours de repos sont très très rares et ça c'est un peu mon défaut, c'est-à-dire que faudrait que j'en intègre au moins enfin pas au moins, mais un par semaine. Et là c'est plus quand je sens que je suis en burn-out, je finis par en caler un, mais c'est pas la solution. C'est aussi sur ça que je travaille pour le coup mentalement, accepter de faire un jour off et que c'est ok et que le corps il le vit bien mieux que d'encaisser tous les jours quoi. Un petit jour off préventif plutôt que Ouais, c'est ça. plutôt Plutôt que qu'à la d'attendre le der. moment où, ouais, tout à fait. Et j'ai une question pour toi que je pose à toutes les personnes qui viennent sur le podcast. C'est comment est-ce que tu intègres ce volume d'entraînement au sein de ta vie personnelle et professionnelle? Alors, j'ai la chance, pour la chance, je sais pas si j'ai la chance, pour moi, c'est pas toujours une chance, mais d'être encore en études. Du coup, bon, c'est plus facile d'adapter. Je suis en master 1 de psychologie, donc j'ai pas mal de stages, ce qui est un peu plus compliqué du coup à gérer. Mais sinon, le reste du temps, je gère plus ou moins mes cours comme je veux. J'ai le statut de sportif de bon niveau à la fac, donc ce qui me permet de pouvoir avoir des arrangements quand même. Donc cette année, c'est plus facile que l'année dernière. L'année dernière, c'était très très dur parce qu'il y avait une grosse sélection à la fin de l'année. Donc c'est vrai que ça a été délicat de gérer les deux. Mais cette année, non, ça va. Puis c'est une organisation que j'ai l'habitude d'avoir, comme je disais,
depuis que j'ai 15 ans, je fais du sport de haut niveau à côté de mes études, donc au final, je sais gérer ça. Et donc aujourd'hui, bah, je m'entraîne 2 à 4 heures par jour et le reste du temps, bah, j'étudie ou je suis en stage. Et ma vie personnelle, très clairement, j'ai mis un peu tout de côté. Aujourd'hui, le triathlon prend énormément de place dans toute la gestion de ma vie. C'est-à-dire que c'est pas que l'entraînement, c'est une gestion globale, c'est une organisation globale. Et ouais, je vois mes potes quand j'ai le temps de voir mes potes. Et aujourd'hui, ils passent après le triathlon. Tout passe après le triathlon, ce qui me permet de me consacrer vraiment sur mon sport. Au niveau de ce voyage périple pour cette compétition, niveau logistique, j'ai cru comprendre que peut-être tu étais déjà rodé à l'exercice, sachant qu'on te voit beaucoup partir à La Réunion. Quand tu pars à La Réunion, est-ce que tu pars déjà avec, t'emmènes tout ce qui est, matériel. Moi, je mets les baskets et la combinaison, c'est pas trop compliqué encore à déplacer. Mais le plus complexe, c'est plutôt le vélo, tout l'équipement vélo plus le vélo. Ça, c'est quelque chose que tu pratiques déjà, en tout cas toute cette partie logistique. Tu as déjà pratiqué du fait de partir à La Réunion avec ton matériel? Ou c'est quelque chose que tu vas découvrir sur Ouais, cette compétition? non, non, j'ai la chance de souvent partir m'entraîner à La Réunion, donc d'avoir l'habitude de gérer tout ça. Puis j'ai fait des compétitions, notamment là dernièrement en Grèce pour le 73 où pareil, du coup, fallait tout emmener. Donc c'est vrai que c'est un stress en moins. Je pense que quand tu as l'habitude de faire ça, ça t'enlève une charge mentale parce que bah c'est une Ouais. organisation, c'est voilà, faut savoir le gérer malgré tout. Mais non, non, moi aujourd'hui, j'ai l'habitude. Là encore, je reviens. Ça fait une semaine que je suis revenue 10 jours que je suis revenue de la Réunion. Donc au final, je repars dans 15 jours, je repars dans une semaine. Donc le vélo est sorti de sa valise, mais il va vite y re-rentrer. Après, il y a toujours le stress. Il y a toujours le stress de se dire, bah le vélo, il va peut-être pas arriver. Surtout que là, c'est vrai qu'on traverse quand même le monde, hein. Donc il y a une escale. Faut que le vélo il suive à l'escale. Faut que le vélo il arrive. Faut que le vélo il ait pas été cassé entre temps. Même si c'est dans des valises. Moi, il est dans une valise rigide, mais pour autant, ça arrive. Donc voilà, il y a toujours cette partie un peu stressante, mais bon, il y a toujours moyen de rebondir aussi. S'il y a un problème avec le vélo, bah voilà, on fait avec, on en loue un sur place, et puis j'ai 4 jours pour me faire au vélo et ça part. Mais non, non, j'ai l'habitude de cette partie logistique. Et là-bas, tu pars t'arrives plutôt combien de jours avant la course? J'arrive dans la nuit du samedi au dimanche, la semaine d'avant course. Au final, comme ça, on a l'impression que c'est beaucoup. C'est très peu. Et je réalise au fur et à mesure que c'est très peu, parce qu'au final, j'ai 5 jours pleins sur place avant la course et 5 jours pleins quand tu as fait 30 heures de voyage Ouais, et que c'est vrai tu as que 12 heures de décalage horaire. Même si toi, tu as l'impression que... Bon, voilà, après, les sportifs de haut niveau qui font ça tout le temps ont vraiment l'habitude, l'organisme a vraiment l'habitude. Euh, mais au final, même si toi, tu as l'impression que tu as récupéré et ton corps, je pense qu'il comprend pas tout. Il comprend pas que à 20 heures, il est en fait 8 heures du mat et que la journée, elle commence, quoi. Donc non, va falloir optimiser cette récupération. Après, j'ai l'habitude du décalage horaire aussi, donc mais pas autant. Mais ouais, ça rajoute un peu de piment au truc. Je pense que c'est au final c'est sympa aussi. C'est vraiment une adaptation, une gestion, gérer au mieux ouais ce décalage et tous les aspects, le sommeil, l'hydratation, l'alimentation qui vont être vraiment des facteurs clés, je pense, pour être en forme le jour J après un tel voyage. Et là, aujourd'hui, que ce soit physiquement, mentalement, en tout cas, au niveau de l'état d'esprit, comment tu te sens? Alors ça, eh ben, j'ai envie de dire, je suis pas du tout dans les meilleures conditions. Là, mentalement, ça y est, j'ai switché et je pense que je suis partie dans ma course, je suis partie dans mon truc, c'est ok. Mais ça a été très très dur parce que je me suis reblessée. J'ai fait l'Alpha Ironman de marathon en Grèce et je finis la course. Je pensais que tout allait bien. Au final, je prends 2 jours de repos, ce qui m'arrive jamais. Et au final, je reprends l'entraînement et la grosse douleur dans le psoas, dans la hanche. Et en fait, je me suis fait tendinite, bursite, psoas et moyen fessier des deux côtés. Et du coup, là, c'est très compliqué à gérer depuis. Donc, on essaie de faire comme on peut, mais je peux à peine courir alors que j'avais vraiment retrouvé mon niveau en course à pied. Donc, ça a été un coup dur parce que j'avais mis 5 mois à me remettre d'un accident de voiture, enfin de vélo, du coup, où une Mm. voiture m'est rentrée dedans, qui avait été très très délicat. Et là, tout allait bien.
et je me suis pris un gros coup d'arrêt à même pas 2 mois des championnats. Donc ça a été compliqué. Et au final, ça s'améliore pas vraiment. Donc là, je suis allée m'entraîner à La Réunion, ce qui m'a remis dans un bon mood où j'ai pu faire un gros bloc d'entraînement, surtout du coup en vélo et en natation. Retrouver un peu de course à pied qui était qu'en endurance fondamentale parce que je peux pas forcer sur mes blessures. J'ai redéclenché les douleurs sur l'autre jambe qui étaient dues à l'accident. Donc là, je suis un peu entre deux physiquement. Mais aussi fou que ça puisse paraître, même si je me blesse tout le temps, j'ai confiance en mon corps. Et même si j'ai beaucoup douté là dernièrement, ou vraiment, je pense que je suis même venue à me poser la question de si je partais. Euh, j'ai repris confiance et je sais que je sortirai la course qu'il faut le jour J. Alors j'aurai pas la préparation espérée. Ça c'est une certitude après avoir été blessée pendant 5 mois et là re-être blessée à un mois des championnats, j'aurais pas ce que voilà. Mais voilà, j'ai ma tête pour, j'ai le corps qui suivra sur le jour de la compète et même si je serai pas à mon niveau, je donnerai le max parce que c'est voilà, ça va être un événement incroyable et je suis déterminée pour. Mais c'est vrai que ça a été une période très très compliquée et vu que je donne clairement ma vie pour mon sport, quand ça va aussi mal, c'est difficile de rebondir et le physique ne rebondit pas si mentalement ça rebondit pas. Donc il a fallu se battre un coup. Ouais. Et au niveau, est-ce que tu as un objectif, que ce soit peut-être de temps ou de classement, ou même un objectif peut-être pas forcément qui a aucun rapport avec les chiffres sur cette course? Et j'ai envie de dire au début j'avais des objectifs en rapport avec les chiffres. Aujourd'hui, pour remettre les choses dans le contexte, comme je disais, j'ai pas la prépa qu'il faut euh, pour euh, pour prétendre euh, pour prétendre à quelque chose d'incroyable en termes de performance. Donc non, je pense qu'aujourd'hui vraiment mon objectif ça va être de faire une course pleine. Aujourd'hui, je suis pas capable de courir 5 kilomètres. Donc c'est simple, j'en ai 21 à courir après 90 de vélo. Donc l'objectif ça va être de terminer ma course en faisant une course où je suis satisfaite, où je finis pas en rampant, où je finis pas en marchant. Alors j'aurais aimé jamais avoir à dire ça, hein, parce que la course à pied c'est mon point fort et que je voulais courir ce semi en 1h30 et que là je sais pas comment je vais pouvoir le courir. Donc euh, donc non, aujourd'hui mon objectif c'est que d'accepter la situation, de faire ma course, de prendre du plaisir et faire le maximum avec les armes du jour. Alors après ce serait mentir que j'ai pas l'espoir que tout aille bien et qu'en effet je passe sous la barre des 5 heures, que je fasse mon semi en peut-être pas partir sur du 1h30 parce que j'ai pas les jambes pour aujourd'hui, mais en 1h35, 1h40 et finir honnêtement, finir au moins sur un premier tiers. Si je finis pas dans le premier tiers, dans tous les cas, je serais déçue, même malgré les conditions actuelles. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis quand même compétitrice Oui. avant tout et que je traverse pas le monde pour me dire ah bah tiens, je Je veux vais éviter de terminer, finir quoi. en rampant. Non, mais voilà, bien sûr que non. Là, je dis ça parce que j'essaie de m'en persuader aussi, parce qu'à un moment, bon bah, faut être conscient de la réalité. Mais non, non, le réel objectif, c'est de finir dans le premier tiers, essayer d'être dans les 60 premières, et puis voilà, hein, on va se battre pour. Et puis, je suis prête. Je sais que je suis prête. En tout cas, dans ma tête, mon physique, Ça se sent en tout Inch'Allah, cas. il suivra. Ça se sent. De toute façon, là, bon, c'est à titre indicatif parce que c'est que l'état d'esprit et puis bon, la forme physique, mentale, c'est sur le jour J où je te pose la question. Après, j'imagine que plus les jours vont se rapprocher, plus je sens par rapport à ce que on a en tout cas échangé pour l'épisode, plus tu vas te métamorphoser et je pense Ouais, que l'esprit guerrière, il va petit à petit prendre place, quoi. bien sûr. Là, c'est un peu de la survie. C'est un peu de la survie avec les dernières semaines que j'ai passées à se dire, bon, ok, on change un peu la vision de l'objectif et on accepte les choses. Après, bien sûr, là, plus ça va, plus j'ai retrouvé l'envie de me battre et le moral, et plus je me dis, non, non, mais en fait, on n'est pas juste là pour se dire, on relativise et on fait avec ce qu'on a. Non, bien sûr que j'irai chercher le meilleur résultat et je donnerai le meilleur mot de moi-même le jour J. Donc maintenant, bah à présent, qui dit course dit aussi après course. Et j'ai une question qui t'a été posée par une de tes amies que je vais te faire écouter, puis à laquelle tu pourras répondre. Coucou Popo, et ben moi pour la petite question c'est qu'est-ce que tu vas te faire comme cadeau de Noël au retour de la Nouvelle-Zélande? Repos, vacances dans les îles encore, de l'entraînement, je sais pas, et ben hâte de savoir. Bisous. Bah clairement, ce que je vais faire après, et là j'avoue que j'en meurs d'envie, c'est alors prendre un vrai break. Je pense que j'en serais pas capable, mais
prendre l'apéro avec mes potes. J'ai envie de dire là, la plus belle chose que je peux faire, c'est lâcher prise, c'est profiter de mes amis, boire un bon verre de vin et me dire ouais, c'est ok, vas-y, même si tu bois 3 verres de vin et que tu te couches à 2 heures du mat, et ben c'est pas grave. Et au final, c'est ce que je m'empêche de faire depuis des mois, voire des années. Bon, des mois en tout cas. Et ouais, mes potes me manquent, ce côté convivial me manque et ouais, je vais profiter. Déjà, juste après la course, je reste 6 jours sur l'île. Ouais, 6 jours sur l'île avec mes parents et ma sœur. Donc là, je vais mettre le vélo dans la valise et plus le sortir. J'ai roulé 14 000 kilomètres cette année. Honnêtement, là, le vélo, je l'enferme. Et, euh, et ouais, profiter. Profiter, essayer de me dire, c'est ok si tu fais pas de sport. Vas-y, lâche un peu cette obsession d'hygiène de vie parfaite et profite. Et quand je rentre en France, ouais, je vois mes potes et je profite avec mes potes. D'ailleurs, ça tombe bien que tu parles de ta sœur, parce que je vais en profiter ici pour diffuser, m'a envoyé un petit message, en tout cas qui t'est destiné, un message de soutien pour toi. Je vais te faire écouter ça. Mon chouchou, je voulais juste te dire que je suis super fière de toi et que j'ai hâte et que j'espère que on va s'éclater et que tu vas t'éclater et que tu vas pouvoir en faire un maximum. Voilà. Vivement la semaine prochaine. Non, en tout cas, c'est bien que ta pratique, ça aussi, ça permet d'amener aussi des gens, tu vois, autour de toi, de fédérer. Ça, c'est quand même, c'est beau. Et je pense que, comme l'a dit ta sœur ou soit tes parents, j'imagine qu'ils sont très heureux de t'accompagner, de te voir, en tout cas là où t'en es aujourd'hui dans ta pratique, quoi. C'est pas n'importe Ouais, qui, ma avec tout sœur, ce qui t'arrive, a c'est une résilience et une détermination pareille d'arriver jusqu'au championnat du monde. ouais, ma sœur, c'est vraiment une pièce maîtresse de tout. C'est-à-dire que sans elle, j'en serais pas là, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait, que ce soit mes compètes, que ce soit mes périples en vélo, que ce soit même ouais où j'en suis aujourd'hui. Et elle me suit dans tout ce que je fais. Et c'est vrai que ouais, partager ça avec eux, là dans 15 jours, ça va être incroyable. Et ouais, je pense qu'on a tous hâte malgré tout. Et même si ça a failli pas arriver parce que cet été, quand je me remettais pas de l'accident et encore là dernièrement quand rien n'allait, il y a eu des doutes, mais au final, je suis entourée et je suis bien entourée. En tout cas, merci pour cet épisode. C'est pas encore totalement fini. Il reste le mot de la fin, dans lequel le podcast est tout à toi. Donc pendant la durée que tu veux et le sujet que tu veux. Mais avant ça, je voulais quand même te remercier d'être venu et d'avoir échangé. Vraiment, c'était très agréable comme échange. On a appris beaucoup de choses sur toi, sur la discipline, et c'était vraiment un super moment que moi j'ai passé en tout cas à tes côtés. Et j'ai hâte de pouvoir te suivre à distance en tout cas sur cette compétition. Et puis de faire aussi la partie débriefing qu'on prendra le temps de faire plus tard Ouais. après course, une fois que tu auras bien décompressé. Ça pourrait même être en 2025. Il y a aucun problème, aucun timing. L'important c'est que tu prennes pas mal de plaisir aussi après cette compétition et puis toutes ces heures d'entraînement, quoi. Ouais, plaisir partagé. C'est toujours cool de pouvoir parler un peu de tout ça et si ça peut inspirer certaines personnes et voir que voilà, peu importe d'où on vient, au final, on peut faire des choses vraiment chouettes. Voilà, c'est cool de pouvoir partager tout ça. Donc à présent, le mot de la fin. Donc je sais pas si tu as besoin encore de quelques temps de réflexion. Tu peux prendre le temps que tu veux. Non, après, moi, le mot de la fin, bon, déjà, c'est forcément avant toute chose, avant d'arriver sur un quelconque sujet, c'est des remerciements pour tous les gens qui m'entourent. Aujourd'hui, je pense que sans l'équipe que j'ai autour de moi, même si je suis pas entourée de 50 personnes, j'ai des gens importants autour de moi, que ce soit mes amis, que ce soit ma sœur, que ce soit mon équipe médicale. Je reviens dessus, mais honnêtement, sans eux, je serais pas là. Et sur ce côté, voilà, aujourd'hui, pourquoi j'ai autant besoin d'eux? C'est justement pour ce sujet qui me tient à cœur et je pense que je transmets à travers les différents articles que j'ai ou mes posts Instagram, etc. C'est voilà, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, je pense qu'il y a toujours ces ressources qui font qu'on peut aller chercher de grandes choses et le sport c'est un réel moteur. Euh, Ça nous procure des émotions et des des objectifs, des défis, de la résilience, de la persévérance, tout ce qu'on peut trouver. Qui nous permet de nous dépasser et je pense de rebondir sur toutes les épreuves un peu difficiles. Euh,
moi, le sport m'a sauvé la vie, hein, très clairement. Je l'ai dit et je le redis. Aujourd'hui, ça y est, j'ai switché. C'est ok. Maintenant, quand je fais mon sport, je pense plus à tout ça. Même si sur la ligne de départ de la Nouvelle-Zélande, je pense que j'y penserai parce que c'est vraiment l'aboutissement. Et quand j'ai commencé le triathlon, c'était un peu le but de tout ça. Et aujourd'hui, prendre part à cette compétition, la boucle est bouclée. Je pense que j'ai fini tout mon cercle tout mon process de réparation psychique et physique. Mais ouais, non, je pense que faut toujours croire en ses rêves et croire en la vie, tout simplement. Euh, et ouais, le sport, pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui a réuni toutes ces choses-là et qui a rebâti aussi un peu bah voilà mon entourage, qui a recréé de la cohésion dans tout ça. Euh, donc ouais, si je devais dire quelque chose, c'est appuyez-vous sur le sport. Faut toujours croire en soi et je pense que rien qu'en termes d'estime de soi, le sport apporte beaucoup et on reprend confiance en soi et c'est le plus important quand on se bat contre quelque chose. Voilà. Ah, merci Pauline, écoute, puis bah à tout bientôt et je croise les doigts en tout cas pour toi que tout se passe bien et que tu atteignes les objectifs que tu te seras fixés sur la ligne de départ. Merci, à très vite. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.